remercier de nous donner cette opportunité de répondre à des propos qui ont vraiment dérangé, des propos teintés de méchanceté et d'une ingratitude gratuite. Des propos truffés de contre-vérités qu'en tant que secrétaire général de la SENCO, je ne peux pas laisser consommer par la population, surtout pas par nos fidèles que nous aimons tant et pour qui nous nous sacrifions. Donc, vous avez bien écouté le vice-premier ministre, ministre des Transports. Il nous a accusés de plusieurs choses. Il nous a accusés d'être des politiciens en robe. Il nous a accusés d'avoir abusé de la générosité du chef de l'État qui a donné, selon lui, $1 million à chaque diocèse. Et il s'est posé la question ironique, qu'est-ce qu'on en a fait? Insinuant qu'on n'a pas fait, c'est pourquoi on a reçu l'argent. Il a accusé l'Église d'être ingrate. Selon lui, c'est seulement à Isiro que la SENCO, par son président, a remercié pour lui au moins une fois. Il a accusé l'Église de ne pas faire ce qu'il devrait faire, particulièrement en ces temps où on est en guerre, c'est-à-dire en tant qu'homme de Dieu, réunir les uns les autres autour du chef de l'État. Il nous a accusés de manipuler la jeunesse. Il nous a accusés de menacer la paix. Et tout cela, il n'y a rien de vrai. Et je suis venu justement pour y répondre. Alors, commençons par, je ne sais pas si on doit parler de politiciens en robe. Ouais. Politiciens en robe, le pape récemment, je vous avais reçu il y a quelques mois, vous en avez même souri, avait demandé aux évêques d'être plus dans la foi que dans le matériel. Ouais. N'était-ce pas dû au fait que l'Église semblait trop s'impliquer dans la chose politique plutôt que dans la foi de ses fidèles? Oui, je crois qu'à cette occasion, je vous ai aussi rappelé que le même pape, pendant ce même voyage, il a pris en modèle leurs excellences Monseigneur Muziriwa et le cardinal Monsengo, dont on connaît l'impact de sa pastorale en politique. C'est vrai, à entendre le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en parlant de politiciens soutanes, il insinue qu'on s'implique trop dans la chose politique. C'est l'occasion pour moi de rappeler ce que j'ai toujours dit. L'Église, la SENCO, les évêques, les prêtres, nous n'avons aucune intention de faire la politique. Ceux qui font la politique, c'est pour diriger, c'est pour briguer les responsabilités. Nous sommes là comme des pasteurs qui veillent sur le bien-être de leurs brebis. Et les mêmes brebis sont les citoyens dont la vie dépend de la gouvernance du pays. Si le pays est bien gouverné, si la population qui constitue nos brebis vive dignement, on ne verrait pas l'Église s'intéresser dans les questions politiques. Comme l'a dit autrefois le pape Benoît, l'Église ne peut pas se taire là où la population souffre. Donc, on est là comme des pasteurs. Si dans notre mise au point, j'ai fait allusion à la visite à La Haye, il y a naturellement d'abord le cardinal qui est allé même témoigner, mais je suis allé moi aussi, mais il ne dira pas que je suis allé le visiter comme politicien. Si c'était comme politicien, j'amènerais les caméras, j'en ferais la publicité. Justement, à ce propos, quand nous avons lancé l'Église, Jean-Pierre Bemba nous a joints. Il a dit ceci: l'Église ne m'a jamais rendu visite à la prison de La Haye. J'ai rencontré le cardinal Mbongo la première fois, c'était chez lui à la maison en 2018. À sa sortie de prison, je n'ai reçu aucune visite ni soutien de l'Église, rien du tout. Non, si c'est lui qui a dit, il a menti. La preuve, c'est son Excellence, la ministre Bazaïba.
à qui j'ai demandé service. Je suis allé, je peux même vous décrire la cellule dans laquelle il était, combien de barrières on a traversées. S'il ne reconnaît pas ça, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Son Excellence F. Bazaïba est là. Nous sommes allés avec elle. Non. Alors donc, là, vous confirmez que vous y étiez? Non, je ne comprends pas qu'ils disent qu'on ne lui a jamais rendu visite. D'accord. Vous parlez politique, vous dites que vous ne vous impliquez pas à la politique, mais récemment, aux États généraux de la justice, vous avez été clair sur le sujet de la Constitution. Je vous cite, ça serait irresponsable d'aller dans le sens du changement de la Constitution. La Constitution que nous avons est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité dans notre pays. Vous parlez au nom de la CENCO. Ouais. Pourtant, l'Église catholique avait appelé à voter non l'actuelle Constitution de 2005. Écoutez, d'abord, l'Église catholique n'est pas contre les principes de réviser la Constitution, n'est pas contre le principe de réfléchir sur la Constitution. Pour l'Église catholique, c'est d'abord question d'opportunité. Évidemment, en ce moment-là, l'Église avait des raisons pour émettre ses réserves. Encore comme aujourd'hui, c'est son opinion. C'est son opinion. Mais les circonstances aujourd'hui sont telles que l'Église ne peut pas encourager ça. L'Église se dit que les gens ne peuvent pas réfléchir à tous les problèmes. On a parlé, Jean-Pierre Bemba a parlé de 4 articles qu'il faut changer. Beaucoup de gens se plaignent du fonctionnement des provinces, de la double nationalité, de beaucoup de problèmes qui pourraient être un frein. Vous dites on ne change pas la Constitution, mais on ne peut même pas y réfléchir. Non, non, c'est le contraire de ce Parce que le président a dit... C'est le contraire de ce que je viens. Je vous dis, le même président, quand on l'a vu, il nous a d'ailleurs apaisés. Il dit que ce n'était pas quelque chose de pressant. Et il avait raison de le dire par rapport à l'environnement actuel. Il a même dit que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas, dont lui ne prendrait pas la responsabilité, considérant la situation économique aujourd'hui, et qu'on ne prendrait pas la responsabilité d'aller dans la direction, d'orienter les choses dans la direction du référendum, parce que qui dit référendum, dit élection, qui dit élection, dit beaucoup d'argent. C'est lui qui l'a dit. Je n'étais pas seul, il l'a dit aux évêques, oui, que moi j'accompagnais. Oui, mais la révision de la Constitution ne veut pas forcément dire référendum. En 2011, on avait révisé la Constitution sans référendum. C'est-à-dire parce que dans la suite, quelques mois après, il n'exclut pas la possibilité de référendum en disant que c'est la population va trancher. Comment est-ce que la population va trancher, sinon à travers un référendum? Par ses élus à l'Assemblée nationale comme en 2011? Écoutez, mais si c'est dans ce sens-là, tant mieux. Mais même alors, par rapport la réflexion, on peut bien la faire. Mais l'opportunité, la situation sécuritaire aujourd'hui, même l'article 218 l'empêche d'ailleurs. Oui. C'est scandaleux qu'une partie du pays est occupée à aller dans ce sens-là. Mais c'est cracher sur ce monde-là. Oui, il y a quand même des priorités. Oui, mais vous dites que... Mais le principe de réfléchir, l'Église n'est pas contre ça. Vous êtes prêt à participer à cette commission que mettra en place le président de la République, puisque vous dites que le principe de réfléchir, vous l'acceptez? Non, l'Église n'a jamais refusé d'apporter sa contribution là où elle estime apporter une lumière. Ça, c'est réfléchir, c'est une chose. Mais s'engager à réviser ou à changer, c'est autre chose. À réfléchir, oui, mais à s'engager... Et d'ailleurs, les évêques n'attendent pas, le débat est lancé, n'attendent pas cette commission-là pour réfléchir. Ils ont déjà instruit leurs services techniques pour mettre en contribution les experts à la question, les experts apolitiques, pas ceux qui ont vendu leur intelligence pour le besoin d'argent, de pouvoir, pour éclairer leur lanterne. Donc, c'est en toute responsabilité que les évêques se comportent. Donc, vous avez commencé à réfléchir avant les experts de la présidence? Non, mais non, j'ai dit, ils ont instruit le service technique pour qu'ils puissent mettre à leur disposition ceux qui vont éclairer leur lanterne. Ça va venir prochainement parce qu'on doit creuser la chose. Donc, vous n'êtes pas opposé à la réflexion et à la commission de réflexion du président de la République? Non, ce n'est que ça, oui, mais dans le contexte de ces discours, l'objectif, au-delà de cela, c'est
leur réflexion pour réviser ou changer. Mais nous disons que dans les circonstances actuelles, en tenant compte des circonstances sécuritaires, en tenant compte des circonstances socio-économiques, ce n'est pas opportun, je crois. On va revenir sur la situation de guerre. Le pouvoir vous reproche d'être plus proche de l'opposition ou de ne pas soutenir la République en cette période de guerre? Le chef de l'État l'a d'ailleurs dit à Kananga. Non, je crois qu'il n'est pas bien informé parce qu'il n'y a pas une institution de la société civile qui a fait plus que la SENCO par rapport à cette situation. Je vous donne quelques exemples. D'abord, maintenant, c'est la balkanisation que nous redoutons. Depuis 2012, vous savez, la SENCO a organisé une marche au niveau national contre la balkanisation. Vous savez, les déclarations, vous vous souvenez des déclarations du cardinal après une visite à l'est du pays. Alors, puisque je réponds au ministre Jean-Pierre Bemba, quand il était ministre de la Défense, Monseigneur Outempi, que j'ai accompagné, nous sommes allés le voir comme ministre de Défense parce qu'on allait faire un plaidoyer au niveau de l'Union européenne et des États-Unis contre l'agression rwandaise. Parce que c'est aussi une crise qui a une dimension internationale. Mais pour y aller, nous devons être bien mieux informés. On a vu le ministre des Affaires étrangères, Lutundula. On l'a vu. Mais ça, c'est quand même une intervention de haut niveau. Oui, mais quand on dit vous n'en faites pas assez, peut-être que vous n'en parlez pas assez. Récemment... si vous parlez en termes de parler... En termes de parole, oui. En termes de prise de parole, on a cité notamment Monseigneur Ambongo. Ouais. Monseigneur Ambongo qui a fait plusieurs sorties dans les médias internationaux. Ouais. Il y a Monseigneur dans Ourigi. Lesquels il a peu, selon beaucoup... dit ou regretté la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Récemment, il était d'ailleurs à Kigali. Ma visite à Kigali visait à évaluer la situation de l'Église en Afrique de manière globale. Nous avons procédé à une analyse du paysage social et pastoral, ainsi que des situations ecclésiales, sécuritaires, économiques et politiques des différentes régions du continent. Qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit aux autres? Est-ce qu'il s'est plaint du fait que... Laissez-moi d'abord, parce que vous avez dit quelque chose, on n'en parle pas assez. Oui. Révisiter les différents messages de la SENCO, depuis même, prenons même le cap de 10 ans, vous verrez dans 8, si pas dans 9, 8 sur 10, la question de l'Est est là-dedans. Le message qui me revient à l'esprit, le message phare, c'est en novembre 2022, où c'est un message d'alerte, le pays est en danger, où les évêques ont cité explicitement le Rwanda, où les évêques ont parlé de l'indifférence et de l'hypocrisie de la communauté internationale. Dis-moi, quelle institution, une autre structure de la société civile, quelle autre église a fait plus que la SENCO, l'église catholique, pour dire qu'on a fait passer? Oui, mais le problème, c'est que depuis, les sorties de l'église n'ont pas été vraiment à la condamnation. Et les sorties de l'église ont plutôt été aux critiques de ce qui se passe à Kinshasa que de l'agression qui vient du Rwanda. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Parce que si vous revisitez ce message-là, vous verrez où on cite explicitement le Rwanda. Ouais. Vous avez donc parlé de politiciens en Europe. Vous critiquez Jean-Pierre Bemba, abus de la générosité du président de la République. Ouais. Alors, Jean-Pierre Bemba a dit, j'ai écouté le discours à Isiro, enfin, il a dit merci. Et là, vous soulignez l'ingratitude de l'Église versus Jean-Pierre Bemba. Mais l'Église a reçu de l'argent. Elle a conclu pour 1 million, elle n'a pas reçu tout cet argent. Vous avez vous-même, à Isiro, annoncé que les 300 000 troisième tranche sont en train d'arriver. On vous l'a annoncé. On l'a annoncé, mais ce n'est pas la première fois qu'on annonce. Ça fait 300 plus 300 plus 300. Fait déjà, on a donné des dates plusieurs fois, mais on n'en veut à personne parce qu'il y a des urgences peut-être plus que ça. Comme le PDL 145. Mais le PDL 145, qui se plaint de ne pas avoir l'argent à temps, lui, on sait ce qu'ils font. Ce que l'Église ne nous dit pas, par contre, à part dans le communiqué d'hier, c'est qu'elle reçoit cet argent et qu'elle est prête à ce que l'IGF aille le contrôler. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup plus de cet argent que l'Église reçoit? Je ne sais pas, vous parlez de beaucoup. Quand on a reçu cet argent en 2022, le secrétariat général a réuni à Kinshasa tous les points focaux, les gestionnaires de ces projets, avec les délégués du gouvernement
pour les briefer, pour leur donner les orientations, le travail, le choix de projets, etc. Les médias étaient là. J'ai réuni les médias. Certainement, l'autre Congo était là, à moins qu'il n'ait pas répondu à l'invitation. Vous savez que nous sommes toujours présents auprès de la Senco. Après, quand on a reçu la première tranche, j'ai présenté les œuvres. J'ai fait une émission à la RTNC pour présenter la chose. Et j'ai fait une émission avec la presse de la présidence. Je pourrais vous balancer, ils en parlent en termes des œuvres de Fachi, ce qui n'est pas faux, parce que c'est lui l'initiateur, même si c'est l'argent du trésor public. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? D'ailleurs, il y a l'une ou l'autre personne qui a réagi, mais vous devenez maintenant le propagandeur du pouvoir. Non, pour nous, c'est question de loyauté. Alors, dire qu'on n'a pas parlé assez, alors que les médias sont là, je vous donne des indications précises. Donc, mais dans quelques semaines, dans quelques semaines, on sera à près du million de dollars reçus. Donc Jean-Pierre Bemba n'a pas menti sur ça. Écoutez, il a dit qu'on a donné la disponibilité d'avoir 1 million de dollars. Et dans ma communication, vous avez vu, il ne s'agit pas de 1 million qu'on a reçu. D'ailleurs, j'ai parlé... Non, 300. Oui, fois 2. D'ailleurs, ça, je corrige maintenant. Ça, c'est le montant contractuel. Mais ce qui est arrivé dans les diocèses avec les transactions bancaires, il y en a qui ont reçu 275, il y en a qui ont reçu 280, 278, ça dépend d'une banque. Le gouvernement a sorti 300 000, quoi. Voilà, oui. Le gouvernement a sorti 300 000. Il a payé ça à qui? À la Senco, à l'église? À qui est envoyé l'argent? Directement au diocèse. Au compte de chaque diocèse. Pas à la Senco, au diocèse. La Senco n'a reçu que ce que je pourrais dire les frais administratifs pour le suivi. Je vous ai parlé de la rencontre de tous les points focaux, le transport, le logement et tout. Il y a les évêques aussi. On a organisé 1 ou 2 sessions sur la gestion, le suivi de ces projets. Il y a l'équipe technique qui travaille dans ça, c'est $150, 1000 plutôt, par tranche mais l'argent pour les œuvres, c'est directement au diocèse. Alors, le ministre Bemba dit, mais qu'est-ce qu'on en a fait pratiquement? C'est ça la question. C'est ça qui dit oui. C'est ce que j'ai trouvé très grave. Je vous ai amené, je ne vais pas parcourir, je vous laisserai, si vous retrouverez tous les diocèses avec les œuvres déjà faites. Vous pouvez chercher. Et on peut... Vous pouvez chercher, si vous êtes originaire de votre diocèse. On peut aller chercher à chacun d'entre nous. À vos collaborateurs pour dire qu'on n'invente rien. Ils peuvent demander à leurs grands-parents ou leurs oncles qui sont sur place là. Alors, pour que nous parlons du ministre Jean-Pierre Bemba, chez lui à Guémena, l'unique centre où on peut avoir accès à un examen IRM avec le scanner, dans toute la province d'ailleurs, c'est un centre qui a été inauguré le 9 mars dans le cadre de ces projets. Quelque chose d'exceptionnel. Chez lui, il en est ignorant. On peut se poser la question s'il s'occupe de la santé de cette population. L'autre posture... Seulement là, vous verrez, un diocèse comme Loué-Bouquet, avec une tranche, a construit une école moderne. Vous recevez les gens qui sont dans les projets, combien coûte une école. En plus de cela, avec la même tranche, un forage d'eau. Parce qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de PDL 145, vous avez sûrement dû suivre la Première ministre sur Top Congo FM, de 30% de réalisation sur les $600 000 reçus. Vous pouvez parler de taux de réalisation sur un total du contrat, c'est 1 million. De combien de pourcents? 60% déjà réalisé? Ah mais oui, hein, certainement. Plus que ça d'ailleurs. Bon, je n'ai pas... Vous avez fait plus que ce qu'on vous a donné? Non, vous parlez de... Oui, parce qu'il y a des gens, des diocèses qui ont préfinancé. Parce que, par exemple, qui sont même endettés. Boma, par exemple, il a construit un centre d'analyse biomédicale dont les équipements coûtent très, très cher. Il a fait venir, il s'est arrangé avec un fournisseur pour amener déjà le matériel, comptant sur la 3e tranche qui n'est pas là. Donc il y a des diocèses qui ont préfinancé pour ne pas mettre à mal le travail et qui attendent, qui se sont même endettés. Et les projets qui ont été inaugurés, M. Lusarqueno, Pablo Ayolté, on a
c'est une recommandation de notre part, qu'on invite toujours l'autorité de l'État, la plus haute autorité de l'État qui est présente. S'il n'est pas disponible, donc l'État était là parce que c'est l'argent du gouvernement. Donc la transparence est là. La transparence est totale. Et vous avez dit dans votre message d'hier que vous êtes prêt à recevoir toutes les missions d'inspection pour vérifier que l'argent a bien été utilisé. Bien sûr. En ce moment, le pays est agressé. Ne doit-on pas attendre des pasteurs que vous êtes un message plus rassembleur? Ah, là encore, monsieur le conseiller, revisitez le message de la Senko. Aujourd'hui, quand on lit le message d'hier, de la Senko, on sent la colère de l'Église. Non, parce que c'est l'ingratitude. Comme j'ai dit, une ingratitude gratuite. Ça, on ne peut pas se permettre. Mais puisque vous nous invitez à être plus rassembleurs, je vous renvoie dans le message de la Senko. Ces derniers temps, les évêques insistent sur une chose, la nécessité d'être ensemble, de concertation, au-delà des affinités politiques, particulièrement par rapport au défi de l'insécurité à l'Est, pour qu'ensemble, ce n'est pas l'affaire du pouvoir. L'opposition ne doit pas être à l'écart. La société civile ne doit pas être à l'écart. C'est un appel que les évêques ont toujours lancé. J'étais content que dernièrement ici, les chefs de l'État disent que la mission de l'Église réunit les uns des autres pour le dialogue. Mais nous l'avons toujours demandé. Oui, mais Jean-Pierre Bemba vous Qu'est-ce qu'ils ont fait de ne pas faire assez bloc autour du président de la République, qui est quand même le symbole de l'État. Je vous ai dit quand vous organisez les fêtes, c'est lui qui est là. C'est vous qui avez dit merci. Parce que quand Jean-Pierre Bemba parlait de ce message, c'était votre message, vous, Monseigneur Chollet, à Isiro, qui remerciait et qui parlait de la troisième tranche attendue dans les prochaines semaines. C'est vous, Monseigneur Chollet, qui le disait. Vous remerciez le président de la République, vous acceptez les cadeaux du président de la République, vous faites appel au gouvernement et à la République quand il s'agit d'organisation interne, et quand il s'agit de dire aux fidèles, soyons tous derrière le président de la République, là, Jean-Pierre Bemba dit que vous êtes aux abonnés absents. Non, le message de la Senko est clair. C'est le président qui doit réunir les uns les autres. Et c'est la recommandation que l'Église n'a cessé de lui faire et qui n'a pas encore jusque-là eu un écho favorable. Mais, de son côté, l'Église a toujours approché le pouvoir sur ces questions. En 2021, il y avait une mission de la Senko avec la CEAC qui est allée dans le nord et le sud Kivu, en pleine guerre. Il y a un rapport qui a été donné et au président de la République et au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. En 2019, au mois de juillet, j'ai accompagné Monseigneur Utembi qui a rencontré, avec la facilitation des évêques de l'Ouganda, le président Museveni par rapport à la question des ADF Nalo. Après avoir eu l'entretien avec lui, après l'avoir écouté, ce sont des choses qu'il ne veut pas dire publiquement, après avoir perçu une préoccupation, on est arrivé et on a demandé rendez-vous d'urgence au président de la République en Célé, et nous avions quitté ce séjour-là à 23 heures. Donc, je vous ai donné l'exemple de la rencontre avec le ministre de Défense, l'honoré de Défense, avec le ministre de Lotundula. Mais c'est avec le gouvernement que nous voulons travailler, mais nous voulons que les autres soient là aussi. Quels autres? Les autres acteurs politiques de la société civile. Donc, pas seulement le gouvernement, l'opposition. Mais c'est une cause. C'est-à-dire nous serons plus forts si nous créons une forte dynamique nationale pour décourager ça. Et fort de ce que le président, la recommandation du président a rassemblé les autres, et c'est d'ailleurs notre mission, c'est aussi, ne soyez pas surpris si on essaie de rencontrer l'un ou l'autre pour les ramener à une dynamique comme souhaite le président. Retour un peu sur les bientôt 900 000, hein, parce que c'est 600 000 pour le moment, vous l'avez dit. Pourquoi l'Église catholique? Vous êtes la seule Église de toutes les Églises, les protestants, les kimbanguistes reçoivent aussi cet argent? Bon, je crois que le président lui-même sait. Il y a l'expertise que nous avons au niveau du développement qui n'est pas contesté. Il y a l'avantage que nous avons de la présence dans les territoires nationaux. Et puis il sait, et je l'ai souligné, je l'ai écrit dans les communiqués, mais chaque année, ce sont des fonds immenses que l'Église sort
pour les œuvres d'utilité publique. Je crois qu'un travail que nous devons faire, vous savez, on fait tout ça aussi d'abord comme chrétiens, comme homme de Dieu. Ce que donne la main droite, nous ne sommes pas des politiciens. Mais si je me mets à inventorier tout ce que l'Église a fait, ne fût-ce qu'en cette année qui s'achève ou en ces 2 dernières années, les fonds reçus dans les circuits internes de l'Église catholique et ce qu'on en a fait en termes de cas, mais vous serez scandalisés. Il n'y a peut-être pas de match avec l'argent reçu du gouvernement pour lequel nous sommes très reconnaissants au président de la République. Donc, malgré les incompréhensions, il comprend que nous sommes des partenaires fiables. Vous parlez d'unité, l'unité du pays. Quel rôle peut jouer l'Église catholique aujourd'hui dans le contexte politique et social actuel pour être ce qu'on attendait, le fédérateur tant espéré? Je crois que ça, c'est à la discrétion du président de la SENCO. Je vous dis qu'il est dans cette dynamique-là. Il a parlé avec le chef de l'État, Lubumbashi. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et je vous dis qu'il est dans la SENCO. En fait, c'est dans son ADN. Cependant, de réunir. Donc, en fait, malheureusement, ce sont des gens de mauvaise foi qui ont des moyens pour inonder les réseaux sociaux. Beaucoup de compatriotes qui ont vendu leur cerveau aux manipulateurs. Mais quand nous faisons le tour du pays, partout où je passe, on reconnaît à moi le porte-parole à SENCO, Christian, je ne vous mens pas, ce sont des remerciements. On reconnaît à la SENCO ceux qui parlent pour la population. Mais pourquoi est-ce que nos églises au Congo sont à l'image de nos politiques? Je ne dirais pas que l'Église catholique est là-dedans parce que je vous donne quelques exemples. Vous avez suivi, allez vérifier l'argent sorti dans le cadre de réalisation des projets comparé. Chez nous, les forages n'ont jamais dépensé 30 000 $, c'est autour de 20 000 et quelques. Allez chez les politiciens, vous avez des chiffres effrayants. Nous sommes différents. Ils font la différence des centres de forage. Autre différence, oui. Sans attendre les frais de l'État, nous faisons. Demandez au ministre Jean-Pierre Bemba, prenons le secteur de la santé, qu'est-ce qu'il a déjà fait chez lui à Guémena? Dans le secteur de l'éducation, parce qu'il nous accuse de manipuler la jeunesse. Prenez votre téléphone, appelez à Guémena. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais que dans le domaine de la santé, il avait une fois donné 3 couveuses à l'hôpital général, malheureusement, qui ne fonctionnaient pas. Je ne sais pas si aujourd'hui... Non, il semble... jusque-là, ça ne fonctionnait pas parce que ce n'était pas en bon état. Vous vous en prenez encore à un de vos fidèles, hein? Vous lui répondez? Vous lui répondez? Non, mais je lui réponds parce que c'est ingrat. Ceux qui travaillent pour votre population, vous crachez sur eux et vous dites chrétien catholique? Non, c'est pas normal. Ça. Question d'auditeur de Top Congo. Lorsque Cardinal Ambongo, l'Église catholique, parle du social des Congolais qui doit être la priorité des autorités, ne doit-on pas lui rétorquer que les écoles privées catholiques sont celles qui font payer des frais scolaires les plus élevés du pays, alors que l'Église n'a pas pour mission le lucre, mais la paix sociale et l'aide aux pauvres? Écoutez, d'abord, sur le cardinal, sur la deuxième accusation gratuite, vous avez parlé de son séjour au Rwanda. Au Rwanda, donc vous avez entendu. Non, pas vous. Ok. C'est-à-dire dans l'opinion, vous avez posé la question. Qu'est-ce qu'il a dit sur le Congo? Qu'est-ce qu'il a dit au gouvernement du Rwanda ou à certains interlocuteurs rwandais au moment où les évêques rwandais sont semblent plus patriotes pour le Rwanda, notamment, je ne sais pas si c'est vrai, mais certains appelant les fidèles à aller cultiver partout où ils savent que c'est leur terre. Certains ont pensé d'ailleurs qu'on les envoyait au Congo. Au Congo, l'Église du Congo va au Rwanda et semble ne pas parler de l'agression du Rwanda. Il faut faire la part des choses d'abord. Les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. Nous sommes des frères et sœurs. L'Église du Congo n'a pas de problème avec l'Église du Rwandais. Mais nous avons des défis communs, y compris le défi de la sécurité. J'étais dernièrement au Bujumbura, dans le cadre de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, Rwanda, Burundi, la RNC et la RDC. Cette question est au centre. C'était pour préparer les éléments de plaidoyer
auprès de chacun des chefs de l'État. Et ce sont des occasions où on se dit, on échange en toute vérité. Et ce ne sont pas des choses à étaler dans le public. À Kigali, c'était le Chéam dont le cardinal est président. Donc, le Chéam ne s'est pas réuni au Rwanda pour parler du Rwanda et de beaucoup d'autres questions. Et naturellement, dans toutes les rencontres de conférences épiscopales, au niveau national et sous-régional ou continental, la situation socio-politique pastorale est toujours au cœur. Donc, je n'étais pas là, le rapport n'a pas été publié, mais tout ne peut concourir qu'au bien du peuple africain, du peuple du Grand Lac, du peuple congolais et du peuple rwandais. On attendrait d'abord que le clergé congolais plaide plus pour le clergé, pour le Congo que pour l'Afrique. J'en reviens aux écoles privées. Tout en saluant la bonne volonté du président par rapport à la gratuité de l'enseignement, tout en reconnaissant le soulagement que certains parents, beaucoup de parents ont suite à l'application de cette disposition constitutionnelle, mais il faut dire qu'au niveau de l'application, c'est là où on n'avait pas compris la SENCO au début. Il faudrait une bonne préparation. Maintenant, vous avez des salles de classe de 350 personnes. Comment un enseignant peut-il se débrouiller là-dedans? Donc, parmi les faiblesses, il y a des forces, je vous ai dit. Parmi les faiblesses, il y a la baisse de la qualité de l'enseignement. Et les écoles privées essaient de sauver ça. Et on n'est pas obligé de s'inscrire dans les écoles privées. Si vous voulez une école de qualité où l'enseignant est très bien payé, où vous avez tout le... Je me demande si vos enfants ici étudient dans les écoles publiques. Je ne vous demande pas de répondre. J'allais vous poser la même question, mais j'ai oublié que les prêtres catholiques ont fait vœu de chasteté. Mais les réseaux sociaux m'ont tribué des enfants, je ne sais combien, 4, 5, 6, 7. On est d'accord que vous n'en avez pas. Mais puisque vous en parlez, avant le pape, on faisait le ménage, on n'en parle plus. Hein. Le ménage dans l'Église catholique de ces prêtres qui se comportaient comme des non-prêtres, qui se mariaient, qui avaient des enfants. Je crois que les instructions sont claires à chaque évêque de la... Non, nous sommes une église qui tient la discipline. C'est clair, donc les instructions sont là. Mais qui a laissé faire qui a laissé faire longtemps. Bon, les prêtres qui ont des enfants, et les évêques sont instruits. On les aide à vivre leur situation maritale. Et on les laisse prêtres? Non, justement. Donc, on les exclut. Oui, on les exclut. Donc, nous ne sommes pas des saints, hein, mais ceux qui ont eu cette faiblesse-là, donc voilà une des dispositions. Vous ne le savez peut-être pas, même les évêques dans l'Église catholique, ils sont sanctionnés, mais pas de façon pour les humilier. Et souvent on peut procéder par sous forme de demander la démission et tout. Et souvent très en retard. Hein, et souvent très en retard, on l'a vu. Pas au Congo, c'est vrai, mais on l'a vu notamment dans les églises en France et ailleurs. Vous avez parlé des Russes dans votre communiqué. Des Russes. Jean-Pierre Bemba, vous avez accusé Jean-Pierre Bemba, c'était sur Top Congo FM, n'a jamais cité l'Église catholique. Il a cité, c'était à mon micro, une grande organisation. Pourquoi est-ce que vous êtes religieuse? Une grande organisation. Religieuse. Révisiter, réécouter. On va réécouter. Voilà. Mais des grandes organisations. Mais des grandes organisations religieuses, il y a vous, il y a les protestants, il y a les kimbanguistes. C'était la même mission. Non, les protestants sont avec les catholiques et les autres sont ensemble. Ça pouvait ne pas être vous. Pourquoi vous êtes-vous senti visé? D'ailleurs, dans l'émission de mercredi, il a mis du temps avant de citer l'Église catholique. Vous l'avez constaté. Il voulait pas. L'Église catholique, mais c'est ça. Oui, mais cette fois-ci, je comprends votre réaction. Mais pour les Russes, je ne sais pas pourquoi vous réagissez aujourd'hui, près d'un an après, alors qu'il ne vous a pas cité. Écoutez, nous ne sommes pas de ceux-là qui... Non, on a laissé passer, mais quand on voit maintenant que ça devient un problème sérieux, ils parlent de nous avec dédain. Il n'avait pas deux organisations importantes, deux grandes organisations religieuses
Dans l'observation des élections, la jugeante est claire à nous. Sinon, il le dirait. C'était vous et pas les autres. Le communiqué que j'ai fait là, je lui ai envoyé par WhatsApp. Je lui ai envoyé par WhatsApp. Il vous a rappelé? Non, il n'a pas rappelé. Mais il pouvait me dire que, bon, ici vous avez menti, ici vous avez menti. Mais là, je suis désolé. Si vous dites qu'il n'a jamais reçu une visite à la Haye, alors que le cardinal est parti même témoigner devant le tribunal, il ne s'en souvient pas. Cardinal Monsengo. Ambongo, devant les juges, et qu'ils vous écrivent que... En tout cas, la réponse qu'on a eue, l'Église ne m'a pas dit de me calmer. Il a menti. Lors de la guerre. Il n'a pas de contact avec l'Église. Moi, je vous ai donné un témoin, la ministre F. Bazaïba. On vérifiera. Merci beaucoup. Si je vérifie mon agenda, je vous dirai même la date. Merci beaucoup, Monseigneur Ambongo. Monseigneur Cholet. Monseigneur... Oh, pardon. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on doit dire... Est-ce qu'on ne doit pas dire aujourd'hui qu'on a la majorité, l'opposition et l'Église catholique? Je ne vois pas pourquoi... Dans la classe politique. Dans la classe politique, non. Non, nous veillons sur la bonne gouvernance du pays. Comme je vous ai dit, le pouvoir, la majorité dirige. L'opposition veut diriger, mais la CNCO ne veut pas diriger. Voilà, donc nous ne pouvons pas être classés par ceux qui veulent avoir des postes politiques. Mais la CNCO se détermine souvent en opposition de la majorité, quitte même demain, quand la majorité passe à l'opposition, à rallier cette majorité d'hier, oubliant ce qu'elle a fait hier ou ce qu'elle fera demain. L'Église catholique prendrait plaisir d'être systématiquement dans l'opposition pour faire mal. Mais je vous ai donné là nous avons un exemple de collaboration avec la majorité, non avec le pouvoir. Alors, je vous pose la question. Si un opposant avait des moyens qui donnaient à l'Église catholique pour faire la même chose... Ce n'est pas déjà le cas? Hein? Ce n'est pas déjà le cas? Il n'y a pas d'opposants qui donnent des moyens à l'Église? Je parle de façon... Oui, mais je parle aussi de façon... De façon, il n'y a pas d'opposants qui donnent des moyens à l'Église pour faire quelques œuvres? Oui, mais il y a... Les gens voient ça mal en disant que, voilà, on est avec l'opposition. Non, mais si vous êtes... mais pas de cette ampleur, si vous êtes plus... si vous annoncez à chaque fois, comme vous dites, à l'avoir annoncé pour le gouvernement, personne ne le prendra mal? Non, aussi, beaucoup de gens, même les opposants, ceux qui le font, ils le font d'abord en tant que chrétiens. Et beaucoup vous demandent de ne pas faire la publicité de cela. Et ça, c'est vraiment à louer. Pour terminer, cette émission ne se termine jamais de manière, et elle va se terminer encore cette fois-ci de manière brute. Je suis chrétien catholique, baptisé en janvier 67. Je vous avais dit la fois dernière une expression qui vous avait fait rire, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Qu'est-ce que mon Église me dit aujourd'hui si je doute par rapport à des dirigeants que je vois s'opposer aux politiques, que je pourrais aimer ou ne pas aimer, nous divisant aussi sur nos convictions politiques? Quel est le message d'unité que mon Église, l'Église de Rome, pourrait lancer pour terminer cette émission? La parole de Dieu, l'Évangile, nous demande de combattre les péchés, mais d'aimer les pécheurs. De combattre le mal, mais d'aimer ceux qui nous font le mal. Donc, le message que je donnerai par rapport à votre question, c'est que, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité, nous sommes tous des frères et des sœurs. Et chacun doit assumer son rôle. La majorité doit faire ce que la nation attend d'elle pour le bien-être de la population. L'opposition doit faire ce que la population attend d'elle pour aider la majorité à bien gouverner. La société civile que nous sommes, nous devons faire ce qui nous revient pour pousser le gouvernant à s'occuper de la population. Mais tout en ayant de différentes convictions, nous pouvons œuvrer ensemble pour le bien de la population. Et l'exemple est là. Et dans tous les cas, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, nous sommes tous frères, n'est-ce pas?
Nous sommes tous frères, exactement. Et vous retrouvez les catholiques dans toutes ces catégories-là. Et ce sont nos fidèles.